Dernier développement, dans la disparition de Nancy Guthrie, vous découvrez la personne qui aurait pu enlever la mère de Savannah Guthrie au beau milieu de la nuit. Le département du shérif du comté de Pima a publié cette vidéo du suspect qui aurait trafiqué les caméras de sécurité de la femme de 84 ans dans les minutes précédant sa disparition. Nous enquêtons sur cette affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Salut les gars. Très rapidement, il y a une raison pour laquelle On the Case est l'une des meilleures émissions sur YouTube, tout comme il y a une raison pour laquelle Morgan Morgan est le plus grand cabinet d'avocats spécialisé en dommages corporels des États-Unis. C'est un cabinet de plus de 1000 avocats qui ont récupéré des milliards de dollars pour plus de 500 000 clients. Rien que ces derniers 6 mois, un client en Floride a reçu 12 millions de dollars alors que l'assurance n'offrait que 350 000. En Pennsylvanie, un autre client a obtenu 26 millions, soit 40 fois l'offre de l'assureur. Morgan facilite la lutte pour obtenir ce que vous méritez. Vous pouvez déposer une réclamation depuis votre téléphone si vous êtes blessé sur forthpeople.com/OTC. Cliquez sur le lien ci-dessous ou scannez le QR code à l'écran. Grande nouvelle de dernière minute pour Nancy Guthrie. Le shérif du comté de Pima vient de publier des images, des photos et une vidéo de la personne qui aurait pu enlever Nancy Guthrie, âgée de 84 ans. Regardez bien cette vidéo et ces photos. Une personne masquée, que le shérif décrit comme un individu armé, semble avoir trafiqué la caméra à la porte d'entrée de Nancy Guthrie le matin de sa disparition. La personne porte un sac à dos et des gants. Le shérif dit qu'ils n'ont pu obtenir ces vidéos et images que récemment. Les images ont été récupérées à partir de données résiduelles. Ils disent que ces données auraient pu être perdues, corrompues ou inaccessibles pour diverses raisons, notamment le retrait de l'appareil. Le shérif a publié les images dans un tweet mardi, maintenant 10 jours après la disparition de Nancy. Le département du shérif n'a pas donné plus de détails concernant cette personne, à part ce que vous voyez ici, comme l'endroit où il pense que cette personne se trouve actuellement, ou ce qui s'est passé après que les caméras ont été trafiquées. Nous ne savons pas non plus si cette personne était la seule à avoir été filmée par les caméras de surveillance. Juste que ce sont les images qu'ils ont pu récupérer et diffuser pour le moment. Alors, je veux analyser cette première vidéo où l'on voit cette personne s'approcher de la caméra à la porte d'entrée de Nancy Guthrie. On dirait presque qu'ils vont frapper à la porte, puis ils essaient de couvrir la caméra en mettant leurs mains en poing. Ensuite, quelques secondes plus tard, ils reculent de la caméra vers l'entrée de la porte d'entrée. Ils se penchent et attrapent des fleurs ou ce qui semble être de l'herbe ou des broussailles. Et puis il y a cette deuxième vidéo ici où ça reprend avec la caméra couverte par ces fleurs ou ces broussailles. Et vous voyez les jointures de la personne et puis bam, les yeux du suspect brillent directement dans la caméra. Maintenant, il semble qu'il y ait une sorte de lumière vive qui sort de la bouche de la personne. Est-ce une lampe de poche ou est-ce simplement un reflet? Nous attendons maintenant que plus d'informations soient fournies sur cette personne et sur les prochaines étapes des forces de l'ordre dans cette affaire, ainsi que sur les raisons. Ils pensent que le suspect était armé. C'est sans doute le plus grand développement depuis que les forces de l'ordre ont annoncé l'enlèvement de Nancy il y a 10 jours. Il y a aussi de nouveaux détails qui ont été confirmés par la famille Guthrie. Alors passons à la clarification sur la façon dont la famille Guthrie a appris pour la première fois que Nancy avait disparu. Maintenant, au départ, le shérif du comté de Pima, Chris Nanos, avait dit que Nancy ne s'était pas rendue à l'église dimanche matin. Et c'est à ce moment-là, le 1er février, que quelqu'un a contacté la famille Guthrie en disant que quelque chose n'allait pas. Parce que Nancy est une femme très dévouée quand il s'agit de sa foi. Savannah Guthrie a parlé de sa foi dans ses vidéos publiées sur Instagram, ainsi que dans des reportages diffusés dans l'émission Today lorsqu'ils ont présenté Nancy Guthrie. Mais il a été révélé que Nancy Guthrie n'était en fait pas allée à l'église en personne depuis la pandémie. On dit qu'elle a cessé d'aller au culte en personne après le Covid et n'est plus retournée à l'église le dimanche. Elle prie maintenant avec des amis. NBC a confirmé cette information mardi matin, que Nancy devait retrouver des amis pour regarder la diffusion en direct d'un service religieux depuis New York, le dimanche 1er février. Et lorsqu'elle ne s'est pas présentée à cette réunion, c'est à ce moment-là que des amis ont contacté Annie Guthrie, qui a déchet la fille aînée de Nancy, et qui vit également à Tucson. Maintenant, lundi soir, hier le shérif du comté de Pima a réitéré. Ils n'ont pas de suspect, ils n'ont pas de personne d'intérêt dans cette affaire. Mais maintenant,
nous avons ces images, ces nouvelles images d'un suspect potentiel qui viennent d'être publiées mardi. Et en plus de cela, le FBI a publié une nouvelle déclaration maintenant. Cette déclaration dit, je cite, depuis plus d'une semaine, des agents, des analystes et du personnel professionnel du FBI travaillent sans relâche pour réunir Nancy Guthrie avec sa famille. Le FBI n'est pas au courant de toute communication continue entre la famille Guthrie et les ravisseurs présumés. Nous n'avons pas non plus identifié de suspects ou de personnes d'intérêt dans cette affaire pour le moment. Donc, la nouvelle déclaration du FBI intervient juste après que Savannah Guthrie a publié une nouvelle vidéo et un appel désespéré sur son Instagram. Mais un type d'appel différent de ce que nous avions vu auparavant dans cette affaire. Bonjour à tous. Je voulais venir ici et simplement partager quelques réflexions. Alors que nous entrons dans une nouvelle semaine de ce cauchemar. Je veux d'abord dire merci beaucoup pour toutes les prières et l'amour que nous avons ressenti, ma sœur, mon frère et moi, et que notre maman a ressenti. Parce que nous croyons que d'une manière ou d'une autre, elle ressent ses prières et que Dieu la soutient. Même en ce moment et dans cet endroit le plus sombre, nous pensons que notre maman est encore là-bas. Nous avons besoin de votre aide. Les forces de l'ordre travaillent sans relâche, jour et nuit, pour la ramener à la maison, pour la retrouver. Elle a été enlevée, on ignore où elle est. Et nous avons besoin de votre aide. Alors je viens ici juste pour vous demander, pas seulement vos prières, mais peu importe où vous êtes, même si vous êtes loin de Tucson. Si vous voyez quelque chose, si vous entendez quelque chose, si quoi que ce soit vous semble étrange, veuillez le signaler aux forces de l'ordre. Nous sommes dans une heure de désespoir et nous avons besoin de votre aide. Donc, cette déclaration, comme vous venez de l'entendre, est très différente du message que nous avons vu de la part de la famille Guthrie sur les réseaux sociaux au cours de la semaine dernière. Ceci est très précieux pour nous et nous paierons. Jusqu'à présent, chacun des messages de la famille semblait s'adresser à quelqu'un qui aurait prétendument retenu leur mère. Mais maintenant, la famille les fait appel au grand public pour obtenir de l'aide. Et ce nouveau message soulève vraiment la question de savoir si ces prétendues lettres de rançon que nous avons tous essayé d'analyser depuis une semaine, celles envoyées à TMZ et aux chaînes de télévision locales de Tucson, est-ce que ces lettres de rançon étaient vraiment authentiques? Selon Kagun TV à Tucson, une chaîne de télévision qui affirme avoir reçu une prétendue lettre de rançon. Elle indique que la lettre exigeait que 6 millions de dollars soient envoyés en bitcoin avant 17h TI, heure locale, heure de Tucson, lundi soir. Maintenant, la partie concernant le bitcoin est très intéressante parce que TMZ a déclaré qu'ils avaient authentifié qu'il y avait un portefeuille Bitcoin lié à la lettre qu'ils ont reçue. Et je ne suis pas quelqu'un qui va vous dire que je suis un expert en crypto ou que je comprends le Bitcoin. Mais vous pouvez voir un portefeuille de Bitcoin. Et vous pouvez voir si de l'argent y a été déposé. Et comme TMZ continue de surveiller ce portefeuille, aucun argent n'y a été déposé. Maintenant, TMZ révèle également de nouvelles informations que nous n'avions pas encore entendues concernant ces prétendues lettres de rançon. Ils ont affirmé que le FBI leur avait demandé de taire certains détails. Cependant, nous avons récemment découvert une nouvelle information sur la lettre de rançon. Il était indiqué que si l'argent était donné, cette prétendue rançon en Bitcoin, Nancy Guthrie serait rendue dans les 12 heures. Et nous avons également, au moment de cet enregistrement, dépassé cette échéance. C'est-à-dire que si l'argent avait été déposé exactement à la date limite, du lundi à 17h heure de Tucson. Nous avons certainement dépassé les 12 heures après cela, moment où la personne ayant envoyé cette note disait que Nancy Guthrie serait rendue. Et quand on pense à 12 heures, TMZ a également souligné que si quelqu'un roule à la vitesse autorisée, le rayon dans lequel on peut se rendre en 12 heures couvre plusieurs États, certainement au-delà de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, mais aussi à plusieurs États de Tucson. On pourrait aller aussi loin que la Californie ou le Colorado. Le FBI propose 50 000 dollars pour toute information menant à Nancy Guthrie et à son ravisseur. Et voici le panneau d'affichage que le FBI a mis en place.
C'est un panneau qui est installé dans plusieurs villes, surtout dans le sud-ouest. Houston, El Paso, San Diego, Los Angeles, San Antonio, Dallas et Albuquerque, au Nouveau-Mexique, pour n'en nommer que quelques-unes. Maintenant, je voudrais parler des échantillons d'ADN présumés que nous avons mentionnés au début. Parce qu'une grande question depuis le début de cette affaire a été de savoir qui d'autre avait un accès régulier au domicile de Nancy Guthrie. C'est une femme de 24 ans. Elle vivait apparemment seule, mais les problèmes de santé qu'elle avait, c'est un élément important de cette histoire. Vous vous souvenez que le shérif a dit qu'elle était vive d'esprit, mais physiquement, elle ne pouvait pas marcher 50 mètres toute seule. Nous savons aussi que sa fille, Annie, habite à environ 6 kilomètres de chez elle avec son mari. La maison a été fouillée pendant le week-end, et ce qui est décrit comme une perquisition consentie. C'est différent d'une situation où la police doit avoir un mandat pour entrer dans la maison. Fox News Digital rapporte maintenant que les employés de Nancy fournissent des échantillons d'ADN, y compris son jardinier et son pisciniste. Le média indique que cela pourrait signifier que d'autres résultats d'ADN sont revenus à partir des preuves recueillies sur les lieux. Pour l'instant, le FBI et le bureau du shérif n'ont pas donné plus de détails sur les preuves qu'ils ont trouvées dans la maison de Nancy Guthrie ou celle d'Annie Guthrie. Cela pourrait être important pour l'enquête. Ils n'ont pas confirmé non plus les détails du rapport de Fox News Digital affirmant qu'ils collecteraient des échantillons d'ADN des personnes ayant travaillé chez Nancy Guthrie. Vous vous souvenez de cette vidéo tournée par News Nation montrant du sang retrouvé sur le perron de Nancy Guthrie. Le shérif du comté de Pima a déclaré qu'ils avaient accéléré l'analyse de l'échantillon, confirmant qu'il s'agissait de Nancy Guthrie. Le shérif a exposé la chronologie des événements quand Nancy Guthrie s'est rendue chez sa fille ce samedi soir, quand elle est rentrée chez elle et ce qui s'est passé aux premières heures du matin. C'est très important, je le répète. Elle va chez Annie Guthrie à 17h45. La soirée dîner et jeux était apparemment excellente. Elle a pris un Uber pour aller chez sa fille, puis un membre de la famille l'a ramenée chez elle vers 21h45. Et ils le savent grâce aux horaires d'ouverture et de fermeture de la porte du garage chez Nancy. Il est intéressant de noter que le shérif ne veut pas préciser quel membre de la famille d'Annie c'était. Était-ce elle? Est-ce que c'est son mari qui a raccompagné Nancy Guthrie chez elle? Le shérif ne veut pas le dire clairement, mais voici ce qu'il affirme qu'il pense que s'est passé, du moins d'après certains éléments numériques qui l'ont recueilli tôt le matin du 1er février. Dimanche matin, très tôt, à 1h47 du matin, la caméra de la sonnette se déconnecte. À 2h12 du matin, le logiciel détecte une personne sur une caméra, mais aucune vidéo n'est disponible. Il n'avait pas d'abonnement, et donc cela se réécrivait automatiquement. Ça boucle simplement et ça recouvre l'image. C'est ce que nos équipes d'analyse nous ont dit. Nous n'en avons pas fini avec ça. Nous ferons tout notre possible. Mais c'est ce que ça dit. Détecte une personne à la caméra. Est-ce que ça pourrait être un animal? C'est possible, mais on ne le sait pas. On n'a aucune vidéo. On n'abandonne pas pour autant. 228. L'application du pacemaker de Nancy montre qu'il s'agissait d'une déconnexion du téléphone. Maintenant, au-delà des maisons de Nancy et de sa fille, les forces de l'ordre se sont également rendues dans une station-service Circle K, qui se trouve à environ 10 minutes en voiture de la maison de Nancy. Ils ont dit aux médias avoir obtenu les images de vidéosurveillance du Circle K. On ignore leur contenu, mais elles concerneraient un véhicule d'intérêt pour l'enquête. Et on ne sait pas si cette vidéo a apporté quelque chose de précieux à cette affaire. La station-service se trouve entre la maison de Nancy et celle d'Annie. À présent, les forces de l'ordre ont déclaré qu'elles poursuivent de nouvelles pistes. Et on peut s'attendre à voir les membres des forces de l'ordre continuer à être présents chez Annie Guthrie et chez Nancy Guthrie. Nous avons aussi vu les forces de l'ordre fouiller une fosse septique ou un tuyau de drainage chez Nancy. Il y a évidemment, avec cette nouvelle vidéo de Savannah Guthrie, cette question de savoir ce que les forces de l'ordre savent réellement à ce stade. Sont-ils dans une impasse? Le président Trump. Ce week-end, il s'est exprimé à ce sujet. Il connaît Savannah Guthrie parce qu'elle l'a couverte lorsqu'elle était animatrice de l'émission Today. Il a promis son soutien et mobilisé de nombreuses ressources fédérales pour la recherche. Mais il a déclaré quelque chose aux journalistes à bord d'Air Force One ce week-end, donnant un peu d'espoir d'une résolution. Il a dit, je cite, « Nous pourrions avoir des réponses très bientôt. » Encore une fois, je veux que vous regardiez bien ces images publiées par le shérif du comté de Pima de cette personne masquée et armée à la porte d'entrée de Nancy Guthrie, le matin de sa disparition.
Si vous avez des informations sur la localisation de Nancy Guthrie, contactez le bureau du shérif du comté de Pima en Arizona ou le FBI pour ce comté. Je souhaite afficher ce numéro à nouveau. 523 151 490 00. Ensuite, pour le FBI, le numéro est le suivant. 1-800, appelez le FBI. Vous pouvez également aller sur tips.fbi.gov. J'ai parlé avec l'ancienne agente du FBI et de la CIA Tracy Walder, juste avant que ces images ne soient publiées par les forces de l'ordre. Rejoignez-nous pour discuter de cette affaire. Voici Tracy Walder, ex-agente du FBI et de la CIA, heureux de vous accueillir sur Law and Crime comme toujours. Quand vous regardez la nouvelle vidéo diffusée lundi par Savannah Guthrie, je veux dire, clairement, elle ne s'adresse plus directement à la personne qui aurait pu enlever sa mère. Mais il semblait aussi que sa façon de parler était différente. On avait presque l'impression de voir la Savannah Guthrie qu'on retrouve dans l'émission Today. Contrairement à, et c'est compréhensible, l'air bouleversé qu'elle avait auparavant. Qu'est-ce qui t'a marqué dans la vidéo qu'elle a publiée lundi? Oui, eh bien, merci de m'avoir invité, Chris. Je pense exactement ce que tu viens de dire, n'est-ce pas? Le fait que c'était quelqu'un qui, à mon avis, a simplement pris son téléphone, a fait une vidéo et l'a mise en ligne sur son compte Instagram. Ce n'était pas aussi artificiel, scénarisé et répété, n'est-ce pas, que les 3 autres vidéos. Je ne crois pas que le FBI, vous savez, l'ait aidé à préparer cette vidéo, quelle qu'elle soit. Elle leur a peut-être même demandé, vous savez, est-ce que cela compromettra l'enquête si je la mets en ligne? Je pense qu'elle est très attentive et consciencieuse en ce moment. Mais non, je pense que c'était simplement une vidéo d'elle parlant avec son cœur, complètement de sa propre initiative. Et puis, quand on regarde aussi la vidéo et passer du message «Nous allons payer» et s'adresser à la personne qui a enlevé sa mère, puis lancer un appel au public. Qu'est-ce que cela vous dit? Ces prétendues lettres de rançon, dont on avait tant parlé, ont été envoyées aux chaînes de télévision locales et à TMZ. Écoutez, je pense qu'il faut se rappeler que le FBI et le bureau du shérif du comté de Pima n'ont jamais dit qu'ils avaient pu authentifier ces lettres de rançon. Mais ils n'ont pas pu les rejeter comme étant frauduleuses. Et donc, tant que vous ne pouvez pas complètement écarter quelque chose comme étant frauduleux, vous devez le prendre au sérieux. C'est simplement la procédure appropriée. Et c'est pourquoi je pense qu'il faisait ces vidéos. Je ne crois pas que c'était une ruse ou quoi que ce soit de ce genre. Je considère tout réel tant que ce n'est pas réfuté, comme chacun est suspect, jusqu'à élimination. Il s'est donc probablement passé une ou deux choses. Je pense qu'ils ont soit réussi à déterminer l'authenticité ou le manque d'authenticité des lettres de rançon, soit que c'était un appel de Savannah. Avant cette date limite, avant que quelqu'un donne des informations ou qu'une rançon soit remise. Et une question que je me pose, c'est, vous savez, avec ces soi-disant lettres de rançon qui ont été envoyées aux médias, à quel point est-ce difficile? Si vous deviez envoyer une lettre depuis quelque part à une chaîne de télévision locale, comme dans ce cas, à quel point est-ce difficile de cacher au FBI d'où elle a réellement été envoyée? Donc, la réponse à cela, je sais que ça va vous frustrer, mais c'est que ça dépend, n'est-ce pas? Il n'y a aucun doute, cette personne, qu'elle soit réelle ou non, qu'elle ait eu de vraies intentions ou non, a utilisé un email jetable. Il n'y a aucun doute dans mon esprit, il n'y a aucun doute que cette personne l'a chiffré. Il n'y a aucun doute, elle a utilisé un VPN, n'est-ce pas? Les 3 choses se sont clairement produites. Sinon, le FBI, tu peux retrouver la véritable adresse IP de quelqu'un en quelques minutes, non? Il n'y a aucun doute que toutes ces choses ont été utilisées. Et donc, si cette personne a utilisé un chiffrement de niveau militaire, je veux dire, tu pourrais passer des mois à essayer de comprendre ça, même si tu es la NSA ou autre. C'est juste que je pense que les films donnent l'impression qu'on peut résoudre ça en un claquement de doigts, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, je pense que ça a probablement pris du temps. Et puis il y a une autre chose qui m'a marqué, parce que je ne suis pas un expert en crypto-monnaie, en bitcoin ou quoi que ce soit de ce genre. On m'a expliqué qu'on peut voir le portefeuille et TMZ dit qu'il le surveille. Il serait lié aux prétendues lettres de rançon. Et j'ai trouvé ça fascinant, juste le fait que tout le monde pouvait voir si la rançon allait être payée, si c'était vraiment le cas. Je veux dire, sachant que les gens peuvent suivre certaines choses avec le Bitcoin, est-ce courant que, si c'était réel, ce soit ce type de monnaie qu'en 2026, quelqu'un qui ferait ce genre de choses utiliserait? Je ne m'y attendrais pas. J'aurais pensé qu'ils utiliseraient le Bitcoin, je veux dire, le Bitcoin est souvent utilisé pour le blanchiment d'argent. Et si tu peux mélanger, faire ce qu'on appelle du mixage de transactions, ça rend les choses difficiles. Il va être extrêmement difficile de tracer où va cet argent à la fin.
Donc, si c'est réel et si cette personne sait ce qu'elle fait d'un point de vue technologique, je ne suis pas surprise qu'elle ait demandé du Bitcoin. Et maintenant, en revenant à certains aspects, maintenant que c'est davantage cela, du moins du côté de Savannah Guthrie, le shérif du comté de Pima affirme n'avoir ni suspect ni personne d'intérêt. Pourtant, lors des enquêtes, il travaille discrètement sur de nombreux éléments qu'il préfère garder confidentiels pour l'instant. Nous ne pouvons que spéculer sur la situation. Que pensez-vous de ce message maintenant? Quelle est la probabilité, 10 jours après la disparition de Nancy Guthrie, que nous soyons vraiment dans cette situation? Les forces de l'ordre cherchent un angle pour remonter la piste de Nancy Guthrie. Je pense que c'est toujours une possibilité, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que oui, évidemment, ils ont enquêté sur cette piste de la rançon, il n'y a aucun doute là-dessus, mais ce n'est pas parce qu'ils se concentrent sur cette piste que toutes les autres ont été abandonnées. Ils attribuent différents agents et différents policiers à différentes pistes. Donc, toutes ces pistes sont explorées simultanément. Je crois que nous avons surtout attiré, à juste titre, l'attention sur la piste de la rançon. Mais je pense qu'ils ont déjà exploré toutes ces pistes et qu'ils le font vraiment depuis le tout début. Et la déclaration la plus récente du FBI était qu'il n'était au courant d'aucune sorte de communication que la famille Guthrie aurait eue avec un quelconque ravisseur présumé. À quoi ressemble réellement la communication dans une affaire comme celle-ci de la part du FBI et des forces de l'ordre? Avec la famille qui traverse cette épreuve et qui cherche son proche, mais vous essayez aussi de comprendre exactement ce qui s'est passé et potentiellement d'examiner tout le monde. Par exemple, quel type de communication quotidienne la famille Guthrie pourrait-elle avoir avec le FBI? Je veux dire des communications téléphoniques, des messages, des visites en personne, ce que vous savez, nous avons déjà vu se produire. Je pense qu'ils sont en contact permanent avec eux. Il n'y a aucun doute, surtout parce que la situation est toujours en cours. Est-ce qu'ils leur donnent des nouvelles, vous savez, chaque heure de chaque jour? Probablement pas, mais je pense que si la famille souhaite avoir des nouvelles, ils leur en donneront. Mais je pense aussi que le FBI ainsi que les forces de l'ordre local ont probablement fixé des moments précis dans la journée pour leur donner des nouvelles également. Lors d'une conférence de presse, ils veulent afficher un front uni avec le bureau du shérif local. Qu'est-ce que c'est? On dirait que tout le monde coopère pour ramener Nancy Guthrie saine et sauve. Mais à quoi ressemble vraiment cette collaboration? Est-ce que le FBI et le shérif se retrouvent chaque matin pour une réunion? Comment se passe le partage d'informations dans un cas comme celui-ci? Ça dépend, ils semblent avoir créé une cellule de crise, mais je peux me tromper. S'ils ont formé une cellule de crise, alors en théorie, ils sont tous réunis dans la même pièce et travaillent vraiment ensemble. Donc c'est plus que simplement leur transmettre des informations à certains moments de la journée. Ce seraient des agents et des officiers dédiés qui travaillent ensemble de façon rapprochée au sens propre comme au figuré pour résoudre l'affaire. Et maintenant, avec le rapport sur les personnes ayant pu accéder à la maison de Nancy Guthrie, peut-être en travaillant sur la piscine ou comme paysagiste, quelqu'un aurait pu l'aider avec ses problèmes de santé. Le rapport précise qu'il prélève des échantillons d'ADN sur ces personnes. Et j'ai vu, vous savez, au moins des critiques sur Internet, et il y en a eu beaucoup. Pourquoi cela se passe-t-il au jour 10 au lieu de quelque chose qui aurait dû se passer le premier jour? Que pensez-vous du fait qu'ils prennent des échantillons maintenant? Potentiellement, Je veux dire, en fait, je suis un peu d'accord avec ces critiques parce que, encore une fois, comme je l'ai dit auparavant, ils auraient dû enquêter sur tout en même temps, n'est-ce pas? À moins qu'ils aient su dès le début que ces demandes de rançon étaient réelles, ce qu'ils affirment ignorer. Ils auraient dû tout faire en même temps. Nous devons aussi nous rappeler l'énorme quantité de choses qu'ils doivent examiner sous toutes les formes, donc il se peut qu'ils commencent seulement à arriver à un point acceptable maintenant. Revenons sur les 6 derniers mois et voyons qui est entré et sorti de chez elle pendant de longues périodes pour faire des travaux ou autre chose. Et maintenant, faisons toutes ces interviews et pendant qu'on les fait, prélevons aussi de l'ADN pour pouvoir le comparer avec ce qui devrait ou ne devrait pas se trouver sur la scène de crime. Donc, est-ce que ça aurait dû être fait plus tôt? À mon avis, oui, mais je ne veux pas dire que je suis prête à leur pardonner, je ne veux pardonner personne. Je pense simplement que la quantité de travail qu'ils doivent gérer est énorme et qu'ils n'ont peut-être pas assez de personnel pour le faire. vous voyez? Et une autre théorie qui circule que j'ai vue, simplement à cause de la proximité de Tucson et de cette communauté avec la frontière,
c'est l'idée que quelqu'un de l'autre côté de la frontière aurait été impliqué dans la disparition de Nancy Guthrie. Et encore une fois, nous ne savons rien concernant les lettres de rançon, ni si cela était exact. Y a-t-il le moindre signe de cela? Qu'une organisation de type cartel, simplement en se basant sur leur mode opératoire, pourrait être impliquée dans quelque chose comme ce cartel. Cela n'a pas de sens pour moi. Les cartels font des enlèvements contre rançon, etc. Mais les cartels ont tendance à être très brutaux et à afficher ouvertement la violence qu'ils infligent aux gens. Et ils ne semblent pas vraiment s'en soucier. Je pense que le Mexique est peut-être impliqué, sans certitude. Ils disent ne pas avoir contacté les autorités mexicaines si elles sont concernées. Il est plus probable que quelqu'un d'ici l'ait emmené là-bas plutôt que quelqu'un de là-bas soit venu ici, simplement parce que cela semble être l'hypothèse la plus probable. Évidemment, ce n'est qu'à 60 miles, donc c'est clairement accessible. Je ne pense pas que ce soit si probable. On ne peut exclure aucune théorie, mais il me semble plus probable que quelqu'un d'ici l'ait emmené là-bas si c'est vraiment arrivé. Et je sais que c'était un peu sur le vif, parce que je sais qu'il y a eu des millions de théories qui circulent, qui ont été évoquées. Selon votre expérience, on peut se demander si quelqu'un chercherait à enlever une femme de 84 ans avec des problèmes de santé. C'est rare. Comment cela serait-il possible? Au cours de votre carrière, avez-vous déjà vu quelque chose comme ça? Non, jamais. Malheureusement, il y a de nombreux enlèvements d'enfants. Les gens sont kidnappés pour diverses raisons, pas seulement pour une rançon. Il faut se rappeler que oui, les gens sont enlevés à cause de problèmes de garde et de parentalité. Oui, les gens sont enlevés à cause de la traite des êtres humains et de la traite sexuelle. Les gens sont enlevés, il y a des enlèvements rapides, on va vous kidnapper, vous allez à un distributeur automatique, vous revenez avec cet argent. Les gens sont enlevés pour des raisons idéologiques. Et donc, enlever une femme de 84 ans, ça soulève vraiment la question du pourquoi, quel était vraiment le but de ce type d'enlèvement. Et quand on observe certaines activités quotidiennes où les forces de l'ordre affirment effectuer des suivis. Peut-être est-ce chez Annie Guthrie, où Nancy était avant de rentrer, ou chez Nancy Guthrie. Qu'en pensez-vous? Et je sais que c'était une perquisition consentie chez Annie ce week-end, et ça semble être très consensuel à ce stade. Dans tous les endroits où ils sont allés, qu'en pensez-vous? Ils suivent certaines de ces pistes maintenant? Est-ce que ça pourrait être une source d'inquiétude? Ça revient un peu à certaines critiques disant qu'ils auraient peut-être dû le faire plus tôt, ou est-ce simplement la procédure standard qu'on observe ici? À mon avis, ils auraient dû traiter la maison d'Annie une seule fois, car il était clair que c'était une extension de la scène de crime. Pas parce que quelqu'un chez elle a forcément fait ça, mais parce que c'est là que nous savons que Nancy Guthrie a passé pas mal de temps juste avant que cet événement ne se produise. Donc, pour être tout à fait honnête, j'aurais enquêté sur les deux en même temps. Et oui, la famille est essentiellement comme la porte est grande ouverte. Entrez quand vous voulez. Je pense qu'ils s'attendaient à la venue des forces de l'ordre chez eux et ont été très coopératifs, ce qui est une bonne chose. Et puis alors que vous regardez tout ça et que tout le monde essaye d'analyser chaque petit détail qui est sorti. Par exemple, quand tu t'es réveillé aujourd'hui et que tu as pensé à cette affaire, à quoi as-tu pensé? Tu sais, c'est peut-être la voie à suivre ou quelque chose qui pourrait nous mener vers Nancy Guthrie. Je ne sais pas si j'ai une idée du chemin qu'ils devraient suivre parce que, évidemment, je n'ai pas accès à leurs preuves, mais je pense que c'est une personne qui n'est pas forcément motivée par l'argent. Elle a peut-être vraiment planifié cela sur une certaine période, donc je pense qu'ils doivent probablement remonter dans le temps, il y a 3 mois, il y a 6 mois, et examiner avec qui elle est entrée en contact, avec qui même Annie Guthrie et Savannah Guthrie sont également entrés en contact. Vous savez, enquêter là-dessus. Mais je pense qu'ils doivent remonter un peu dans le temps parce que je crois vraiment que tout cela a été planifié. Nous verrons la suite. Aujourd'hui, au 10e jour, la pression sur les forces de l'ordre est forte. J'espère qu'il reste une issue heureuse à cette histoire. Ancien agent du FBI, ancien agent du renseignement, Tracy Walter, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Merci d'être avec nous. Merci, Chris. Très bien, encore une fois, avant de partir. Une information tellement importante s'affiche sur votre écran. Si vous savez où se trouve Nancy Guthrie, contactez le bureau du shérif du comté de Pima ou le FBI au 523 151 490 00 ou le FBI au 1-800. Appelez le FBI ou vous pouvez aller sur tips.fbi.gov et vous pouvez rester anonyme. Ce sera tout pour cette affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, à Spotify et retrouvez désormais On the Case sur Peacock. Je suis Chris Stewart, à bientôt.